Deuxième partie du débat sur Direct Gestion, toujours en compagnie de Joseph Alfonsi, le directeur général, directeur de gestion de LGA Investissement Associés, et Pierre Puy-Basset, le porte-parole de la gestion de la financière de l'Échiquier. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'il y a des relations, vous allez nous expliquer Joseph, entre le fonds que vous gérez, qui est composé de 7 fonds, dont un des fonds financiers de l'Échiquier. Une question, on parlait justement des bouleversements, de ce monde changeant, passionnant, compliqué, effectivement, de ces soubresauts de marché. Il y a des gens normalement qui sont censés rassurer, ce sont les banquiers centraux qui continuent quand même à driver ce que fait le marché. Depuis le début de l'année, ils ont été discrets, une prise de parole d'abord de Mario Draghi, ça a plutôt rassuré. Ensuite de Janet Yellen, on a l'impression que ça n'a pas été suivi d'effet, il n'y a pas eu de mesures annoncées, il y a eu beaucoup de discours, mais le marché a repris quand même sa tendance baissière assez rapidement, plus rapidement, il n'a pas vraiment été convaincu. Qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont vos anticipations, par exemple, sur la politique de Janet Yellen? Alors, il y a eu beaucoup de cacophonie déjà en fin d'année et en début d'année, entre les différents membres de la Réserve fédérale, les Feds régionaux, et ça a un petit peu déstabilisé tout le monde. Le marché semble avoir pour l'instant choisi, en tout cas retient l'hypothèse d'un statu quo jusqu'à la fin de l'année. Et ça a été, comme le disait Pierre, ça s'est fait très vite en quelques temps, puisque le marché la Fed avait laissé entendre 4 hausses des taux d'ici la fin de l'année. Le marché était entre 2 et 3, et puis d'un coup, là maintenant, le marché, si on regarde les euros-dollars, ne price plus de resserrement monétaire. Donc, il y a eu ces jours derniers des prises de position de William Dudley, d'un gouverneur également de la Fed, qui disent que ce qui se passe sur les marchés actuellement contribue finalement à resserrer les conditions monétaires, et donc du coup, est-ce qu'il est opportun d'ajouter à cela des resserrements monétaires? Donc on voit bien que malgré tout, la volatilité, le chaos, un peu les tumultes boursiers, influent sur la décision des banquiers centraux. Ils ne sont pas hermétiques à ça, alors qu'ils devraient, à la limite, c'est pas le rôle d'un banquier central de tenir compte de la volatilité ou de ce qui se passe en bourse. Pourtant, les banquiers centraux nous expliquent que ça peut agir comme un resserrement de conditions monétaires, et dans ce cas, ils apprécieraient et ils vont apprécier. Donc le marché, pour l'instant, mise sur le statu quo, ce qui est plutôt pas une mauvaise solution, mais qui complique la tâche de la Fed, parce qu'on sait que la Fed est très en retard dans le cycle de resserrement. Elle aurait dû resserrer sa politique bien avant, parce qu'on a un cycle d'expansion qui est très long, qui continue, qui se poursuit, et du coup elle est dans un corner, elle est dans une situation extrêmement inconfortable. Alors la Fed, les marchés non plus, quelque part, même s'ils ne l'expriment pas de manière précise, c'est quelque chose qui interpelle. La Fed se dit data dependent. Il y a eu un chiffre important cet après-midi, c'est l'emploi aux États-Unis, comme tous les premiers vendredis du mois. Cette Fed, en retard sur le cycle, en cours de normalisation, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle va vraiment agir cette année, Pierre Puy-Basset? Je pense que Joseph a très bien décrit la situation. Non, je pense que le chiffre, il ne sera pas important fondamentalement pour la Fed. Il sera très important pour les marchés, parce qu'il confirmera l'idée d'un ralentissement américain ou d'un non-ralentissement américain. Aujourd'hui, le marché, il est sur un scénario, il faut regarder ce qui se passe, d'un ralentissement américain. C'est assez clair. Quand on voit l'évolution, entre autres, du secteur bancaire américain, du secteur obligataire américain, on voit qu'il y a un repricing en fait du risque. Alors il est pas totalement, je dirais, incompréhensible. On sait bien que les entreprises américaines se sont beaucoup réendettées, parfois même pour racheter leurs actions, donc pas vraiment pour investir, d'où la déclaration d'ailleurs du président de BlackRock, qui finalement, paraît-il, a envoyé une lettre aux 2000 présidents des plus grosses entreprises en disant ça suffit, il faut arrêter cette technique-là. Je pense qu'il y a aussi cette idée que finalement beaucoup de cette dette a servi à investir sur les émergents, pour gagner des parts de marché, et que finalement ces capitaux qui sont investis là-bas, ils sont beaucoup moins rentables qu'attendus, donc et finalement le cash flow qui reviendra de ces zones-là pour rembourser cette dette sera moins important, donc ça met à risque en fait la qualité de cette dette-là. Donc il y a toute une série de questions, c'est sûr. Alors j'élargis un peu, il y a l'emploi, mais il y a aussi ce qui se passe aujourd'hui sur les émergents qui influence très clairement la situation des marchés américains et des marchés européens. Et c'est parce que, si vous voulez, on est dans une économie globalisée où effectivement beaucoup de cette dette-là a servi à se développer. Alors d'où d'ailleurs, je reviens un peu sur, je réponds pas vraiment à votre question, mais c'est pas grave, mais d'où d'ailleurs l'intérêt de continuer à s'exposer plutôt sur du
du domestique européen, plutôt sur des entreprises qui ont finalement, elles, emprunté ou qui sont investies sur le territoire européen, sur lequel on a une meilleure visibilité, d'où d'ailleurs la bonne tenue. Et un meilleur retour sur investissement aussi. A priori, et surtout une accélération du retour sur investissement avec des taux d'occupation qui s'améliorent, d'où l'intérêt de rester aussi sur les actions, sur les petites et moyennes entreprises européennes aujourd'hui. Donc ça, c'est le thème, c'est l'allocation domestique, zone euro toujours, plutôt actions et petites et moyennes entreprises qui seraient a priori, parce qu'en janvier, le secteur, le CAC Small, a plus baissé que le CAC 40. Oui, mais parce qu'il avait beaucoup plus progressé l'année dernière. Et ceci étant dit, on commence à voir des publications et on est assez surpris finalement par la très bonne tenue des publications des entreprises qui ont des expositions domestiques européennes. On a des signaux encore, par exemple, assez étonnants sur le secteur du IT consulting, par exemple, où on a des discours qui restent toujours très positifs. Et on voit bien, c'est des entreprises qui sont des sous-traitantes d'autres entreprises locales. Et donc, ça marche plutôt toujours pas mal. Effectivement, et pour l'instant, c'est vrai que tout ce qui est zone pays émergent, ça reste vraiment... les flux ne reviennent pas en tout cas sur cette zone, personne n'a envie d'y aller. On va parler, Joseph Alfonsi, justement de votre fonds, Asset Picking. Asset Picking, c'est la particularité finalement d'avoir, je vais vous laisser expliquer, 7 fonds en fait qui font la composition de ce fonds avec des allocations qui tournent et ce sont les sociétés de gestion elles-mêmes qui décident de quel fonds elles proposent à un moment donné. Il y a une rotation dernièrement, en janvier. Qu'est-ce qui a changé dans le portefeuille ? Ah oui, le 22 janvier dernier, donc tout récemment, on a eu une rotation bimestrielle. Ce qui est intéressant, ça permet de prendre le pouls du sentiment de place. Alors Pierre est très bien placé puisqu'effectivement c'est mon interlocuteur financier de l'échiquier dans Asset Picking. Et on parlait d'ailleurs avec Pierre juste avant de la très bonne tenue des convertibles et notamment de la convertible de financière de l'échiquier. Donc échiquier convertible Europe qui était dans le portefeuille, qui reste, voilà. Puisque toutes les lignes sont équipondérées. Exactement, donc il n'y a pas eu de changement sur la ligne financière. La financière de l'échiquier est restée positionnée sur les convertibles et c'est un bon choix puisque sur le mois de décembre, on a fait le point là hier, sur le mois de décembre, la convertible recule de 2,19, donc c'est vraiment un recul extrêmement modeste par rapport au chaos ambiant, on va dire. Donc ça, vraiment, la convertible a joué son rôle. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sur la rotation dont on parle, à un instant T, avec les mêmes données à disposition pour tout le monde, sur les 7 structures de gestion qui se prononcent, vous avez eu 2 décisions complètement contraires. Par exemple, Cam Gestion, qui était sur des convertibles, a préféré se replier un peu plus et est revenu sur des obligations européennes au sens global, en arguant que oui, c'est vrai que normalement ce qui se passe sur les marchés semble excessif, mais ça pourrait continuer un petit peu à chahuter. Donc c'est une décision de sécuriser quelque part. Voilà, c'est une neutralisation. On neutralise parce qu'on pense que dans les semaines qui viennent, voilà, on ne sait pas trop comment ça va partir. On sort un peu de l'obligation convertible, de profiter peut-être voilà, de l'upside, on va dire, de l'action pour rester vraiment sur l'obligation du coupon, du rendement. Exactement. On neutralise, on se met un peu à l'écart. Et puis au même moment, vous avez une structure comme Neuflis OBC qui fait l'inverse, qui était sur des convertibles et qui dit nous, compte tenu de la baisse qu'on vient d'essuyer en bourse, on considère que c'est excessif et donc on remet du risque sur la ligne et on revient sur des actions européennes pour confirmer ce que disait Pierre, c'est-à-dire parce que les actions européennes finalement apparaissent comme un pôle de stabilité dans le chaos mondial émergent et pourquoi pas américain également. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que sur un fonds comme ça, sur des sociétés extrêmement expertes renommées de la place, vous avez avec des mêmes données des comportements radicalement opposés. Donc qui aura raison? Là, on va être dans une question de timing, mais ça veut dire que les 2 raisonnements qui sont tenus sont tout à fait défendables et entendables. Ouais, ça veut dire aussi, je pense à ceux qui nous écoutent, que finalement, il n'y a pas action risk on, risk off, j'en ai pas, mais il y a aussi des produits qui sont adaptés, des obligations convertibles, les obligations, on le voit parce que c'est également dans le tableau, les small et mid, on a par exemple Natixis qui n'a pas bougé, qui reste donc sur ce tableau, et puis voilà, des fonds particuliers, le Nordic Fund, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour eux en ce moment, j'ai pas les statistiques, mais Pierre, ça veut dire qu'en fonction effectivement de son horizon d'investissement et de sa sensibilité au risque, il faut faire ce check en fait, il faut s'auto-noter, ça va connaître sa résistance et puis se dire il y a peut-être des choses encore à faire, on n'est pas les 2 pieds dans le même sabot.
Ouais, c'est très intéressant de travailler avec Joseph parce que ça oblige tous les 2 mois à se poser la question de savoir quel est a priori le meilleur produit ou la meilleure solution pour passer les 2 prochains mois. Donc c'est pas une vision à très long terme, hein, c'est une vision plutôt à court terme. Et il y a sûrement, enfin il y a toujours des solutions. La solution ultime étant le cash, hein, bien sûr. Mais je pense qu'on est dans une période de volatilité, hein, c'est clair. On est malgré tout dans une période où le marché se cherche. Il est peut-être en train de faire une sorte de bas d'ailleurs, enfin c'est peut-être un peu ambitieux de le prévoir, mais enfin on a un peu l'impression qu'aussi les matières premières et entre autres le pétrole a l'air de commencer à se stabiliser un peu dans ces niveaux-là, même s'il commence à rester très très volatile. Et donc je pense moins de volatilité, mais tout en conservant une position. J'ai considéré en fait que les convertibles étaient la bonne position. Parce que ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement, c'est avec les mêmes données, dans le même environnement, avec les mêmes news, on va dire. Il n'y a pas des gens qui pilotent leur gestion de Mars. A priori, toutes des sociétés de gestion françaises, peut-être avec des scopes un peu différents, européens ou États-Unis plus prononcés. Mais on voit que les décisions sont différentes. C'est-à-dire obligations convertibles. Allez, on est pépère et puis on a peut-être un upside si le marché va mieux. On a des gens qui sécurisent et qui se disent quand même, on va peut-être vers pire. En tout cas, on en sait rien et on freine. Et au contraire, d'autres qui se disent au même moment, on va sur les actions parce que voilà, on a peut-être touché le fond. Mais c'est ça qui est intéressant parce que en fait, tous les raisonnements qui sont tenus, et moi je m'assure effectivement tous les mois qu'il y a bien derrière un raisonnement qui préside au choix, tous les raisonnements sont vraiment pertinents, sensés. Après, le marché validera ou invalidera les choix. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe dans cette picking, lorsqu'on a quelque chose d'assez lisible, un marché finalement consensuel, on a une convergence des choix assez marquée. Dès qu'on rentre dans un univers un peu moins décryptable, plus compliqué à lire, eh bien naturellement on observe une divergence de choix qui se traduit par une diversification en portefeuille. Et en quelque sorte, c'est un peu ce qu'on attend, c'est ce qu'on veut, puisqu'on demande à chaque société associée de faire le choix de la conviction. C'est-à-dire, on est dans une approche pluriconvictionnelle et on dit, allez jusqu'au bout de vos convictions. Vous voulez jouer les pays nordiques pour des raisons X, jouez-les. Ils ont carte blanche, on n'est pas dans la tiédeur. Et quelque part, on voit bien, si je reprends la ligne financière depuis quelques années, qui quand même nous a apporté une performance remarquable sur cette ligne, eh bien voilà, Pierre a joué les actions européennes de manière très convaincue, en utilisant et en exploitant toutes les thématiques. Small, mid cap, large cap, enfin vraiment toute la palette. Et puis, depuis quelques temps, il faut dire les choses de manière objective, depuis cet été, on a eu un repli parce qu'effectivement, on avait des doutes qui grandissaient et on s'est replié sur les obligations convertibles. Donc quelque part, on a bien un ajustement des lignes et sur la durée, on compte sur cet ajustement pour finalement s'adapter en permanence au marché. Voilà, le fonds s'appelle Asset Picking. C'est vrai que le fait aussi que de vos confrères de différentes sociétés de gestion n'aient pas la même lecture, ça prouve aussi qu'on est dans un marché qui est particulièrement compliqué, difficile, peu lisible en ce moment. Oui, c'est toujours le cas. Je pense que si vous voulez, le propre du marché, c'est qu'il y a beaucoup d'avis parfois qui ne sont pas similaires, qui s'y rencontrent. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant, c'est que finalement tout le monde se rencontre sur la même place, sur les mêmes titres, mais avec des visions qui peuvent être très très différentes. Vous savez, tous les jours, il y a des acheteurs et des vendeurs, hein, si vous voulez. Et ça risque de continuer effectivement, en tout cas cette volatilité. Voilà, est-ce qu'on est dans le creux? Est-ce qu'il faut investir maintenant? Est-ce qu'il faut sécuriser? À chacun de faire son choix en fonction effectivement de son appréciation des risques, de sa sensibilité. Merci en tout cas à nos 2 experts, Pierre Pubassé, le porte-parole de la gestion de la financière de l'Échiquier, Joseph Alfonsi, le directeur général, directeur de la gestion de LGA Investissement Associés. On aura l'occasion de vous retrouver, messieurs, sur ce plateau. Cette édition de Direct Gestion est terminée. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se reconnecte au marché. Ce sera Direct Investisseur. À tout de suite.